Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission L'invité. Nous recevons M. Youssouf Kamara. Il est le directeur général de la Maison de l'Afrique. J'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir ce que c'est que réellement la Maison de l'Afrique, quelles sont ses missions, quel est son intérêt. Eh bien, vous aurez des réponses à toutes ces questions avec notre invité, M. Youssouf Kamara. Bonjour. Bonjour, M. Kony. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Comment vous allez? Écoutez, je vais plutôt bien. Et vous-même? Ça va très bien. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dans les locaux de l'Intelligent TV. Alors déjà, la première question que je vous pose, c'est de nous présenter la Maison de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est réellement? Monsieur Kony, merci en tout cas de donner un peu de temps à faire la lumière sur la Maison de l'Afrique. La Maison de l'Afrique est une société anonyme qui est à Paris. Et elle fut créée en 1974 sous l'impulsion de 3 chefs d'État de cette période-là, Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou, qui ont souhaité, dans les décennies qui ont suivi les indépendances africaines, de doter les pays africains d'un véhicule pour promouvoir les économies, la culture et l'art africain en Europe à partir de Paris. Donc c'est ça la Maison de l'Afrique, c'est une société anonyme qui avait pour raison d'être, en 1974, d'être le promoteur des économies, de la culture et de l'art des pays africains à Paris. Alors, une société anonyme africaine qui est située à Paris. Comment on peut expliquer cela? Alors la subtilité, c'est que ce n'est pas une société anonyme africaine, c'est une société anonyme de droit français, puisque ces actions étaient menées en Europe dans l'objectif, dans l'ambition de promouvoir les économies, la culture et l'art africain en Europe. Il a été préférable et pertinent qu'elle soit française. Donc elle est française, c'est une société anonyme de droit français. Et pour sa création, les initiateurs ont fait appel à une capitalisation de fonds d'États africains. Il y a 10 États africains qui ont répondu présents. Ces 10 États africains ont contribué à un capital qui a permis à la Maison de l'Afrique de se doter d'un patrimoine. Donc un patrimoine composé de marques, composé de fonds de commerce, qui a été la première source de revenus qui a permis les premiers travaux de la Maison de l'Afrique à Paris. Parmi ces ambitions, il y avait ce souhait que la Maison de l'Afrique soit un lieu où les milieux d'affaires africains et les milieux d'affaires des relations internationales se retrouvent. Ce qui a donné lieu à l'acquisition d'un fonds de commerce à Paris et à la création d'une association qui s'appelle Rencontre africaine. Nos anciens connaissent bien Rencontre africaine. Et la Maison de l'Afrique était comme ça, dans les années 70, les années 80, le lieu où les hommes d'affaires et les ambassadeurs et tous ceux qui participaient à ces échanges économiques et culturels et artistiques entre l'Europe et l'Afrique se retrouvaient. Voilà, c'est comme ça que la Maison de l'Afrique a posé les premiers jalons de son activité à Paris. D'accord, alors vous avez indiqué que la Maison d'Afrique, c'est au total 10 pays africains. Un peu plus loin dans cette émission, vous allez nous dire pourquoi 10 pays africains seulement, quand on sait que la vocation elle est continentale. Et dans vos propos, j'ai cru comprendre aussi que la vocation de la Maison de l'Afrique, c'est de promouvoir les cultures, les économies, les arts africains. Pourquoi spécifiquement ces domaines? Alors, il faut la remettre dans son contexte. On est à la sortie des indépendances. Les pays africains ont besoin de structurer, d'appuyer et de soutenir l'activité économique entre l'Europe et l'Afrique. Et là, il y a une vision qui, vue d'aujourd'hui, me semble absolument incroyable et pertinente. C'est de ces chefs d'État de réfléchir de façon panafricaine la promotion des économies, la culture et l'art à partir de la Maison de l'Afrique. C'était vraiment ça la vocation première. Et il lie l'économie, la culture et l'art parce qu'à travers les premiers travaux de préparation qu'ils ont fait avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris auxquels j'ai eu accès, on voit tout de suite que derrière la promotion des économies, de l'art et de la culture, ce qu'ils souhaitent, c'est que la Maison de l'Afrique accompagne les porteurs de projets à impact économique
pour faire un pont entre l'Afrique et l'Europe, qu'ils accompagnent également les porteurs de sujets culturels et artistiques. On voit donc des initiateurs de la création de cette entreprise qui, derrière l'économie liée à la culture, finalement mettent en place un véhicule pour accompagner les entrepreneurs. Parce que derrière la culture, il y a des entrepreneurs. Derrière l'art, il y a des entrepreneurs. Derrière les économies, il y a des entrepreneurs. Donc c'est véritablement le moteur, le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, de cette entreprise-là. Et à travers la structure juridique de la Maison de l'Afrique, Société Anonyme, il y a une ambition de grandeur panafricaine. Donc tout à l'heure, on reviendra sur les pays qui composent son conseil d'administration, parce qu'ils sont convaincus déjà que l'Afrique pourra faire sa promotion économique, culturelle et artistique qu'unie. Donc voilà donc une entreprise qui a 11 actionnaires aujourd'hui, mais qui est née d'une capitalisation faite par 10 pays africains. L'Afrique ne pourra faire sa promotion économique que lorsqu'elle est unie. Est-ce que vous pensez vraiment que cette union, elle est là? Oh, c'est toujours délicat de juger des ambitions de cette portée-là à l'instant T. La Maison de l'Afrique créée en 1974, aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est encore là. Donc ça, c'est une victoire. J'aime à dire que la première création de valeur de la Maison de l'Afrique, c'est d'être une entreprise qui a 49 ans aujourd'hui, qui a un actionnariat composé de 10 pays africains plus la France et qui est encore présente. Donc vous voyez que ce panafricanisme dans l'actionnariat est matérialisé par une entreprise qui existe aujourd'hui. Créée en 1974, nous sommes en 2023, elle est encore là. Alors, pour prolonger votre question, j'ai envie de dire que ça reste une quête, ça reste une ambition, c'est un chemin. L'important, est-ce que finalement c'est d'y arriver et comment on mesurerait qu'on y est arrivé ou pas? L'important, c'est d'être en chemin. Moi, je vois à partir de Paris... On est en chemin déjà? Je vois à partir de Paris, effectivement, un certain nombre d'initiatives qui sont prises par des diasporas africaines et qui ont fait tomber les frontières de leurs États et qui travaillent ensemble. C'est cette démarche commune, parce qu'ils ont des centres d'intérêt communs, parce qu'ils ont des objectifs communs, parce qu'ils ont une ambition commune, parce qu'ils ont un savoir-faire commun. Je vois de plus en plus, effectivement, d'entrepreneurs surtout et d'artistes qui travaillent ensemble. Alors, nous hébergeons à la Maison de l'Afrique, à titre d'exemple très concret, des clubs de dirigeants d'entreprises afrodescendants qui se réunissent. Mais au sein de ces clubs, il n'y a pas de question de nationalité. Il y a la question d'être un entrepreneur qui entreprend et qui a envie de partager avec un autre entrepreneur pour être plus performant. D'accord. Alors, parlons de la promotion des cultures, des économies et des arts africains. De façon concrète, comment vous faites cette promotion? Comment la Maison de l'Afrique s'y prend? Alors, nous, la clé d'entrée, c'est le porteur de projet. Parce qu'on peut promouvoir qu'un homme ou une femme qui a quelque chose à partager avec un écosystème, donc on peut le promouvoir en l'accompagnant. Alors la Maison de l'Afrique n'est pas à l'initiative des expositions ou à l'initiative de telle ou telle action de promotion. La Maison de l'Afrique se positionne véritablement comme un accélérateur ou comme un véhicule qui va permettre, par un accompagnement de vision stratégique, par un conseil d'action, par un soutien avec son écosystème économique, j'ai envie de dire. Est-ce à dire que l'accompagnement, il est seulement fait de conseils? Il est fait de conseils essentiellement. Il peut être fait de financement également, mais il est fait de conseils parce que vous savez, la clé du succès, quand on accompagne quelqu'un qui porte un projet, c'est qu'il soit juste dans les actions qu'il pose. Et pour être juste dans ces actions qu'il pose, il faut qu'il ait la bonne information, il faut qu'il ait la bonne posture, et puis il faut qu'il ait une vision très claire de là où je vais aller. Donc, et il est souvent difficile, quand on est artiste ou quand on est chef d'entreprise, de lever la tête, parce que le quotidien de l'activité fait qu'on a la tête, comme on dit souvent dans le guidon. La Maison de l'Afrique, à travers les échanges avec les porteurs de projets, permet à ces porteurs de projets-là de lever la tête et d'être très clair sur la cible qu'ils visent, sur leurs objectifs, de se faire challenger un peu sur les actions qu'ils mettent en place, et puis d'identifier qui, dans l'écosystème de la Maison de l'Afrique, va permettre
que l'objectif qu'on se fixe soit dépassé. Parce que finalement, l'objectif, c'est ce qu'on a envie d'entendre, mais la réalité de la performance, c'est le potentiel. Donc les artistes ont un potentiel qui est au-delà de l'objectif qui se fixe. Donc nous, on est là, dans ces conseils-là, dans cet accompagnement-là, on pourrait dire du coaching de la performance, de faire en sorte qu'ils aillent plus loin que ce qu'ils ont imaginé pour leur projet. D'accord. Alors, quels sont les moyens d'action de la Maison de la Presse? La Maison de l'Afrique. Autant pour moi, la Maison de l'Afrique. La Maison de l'Afrique. Quels sont les moyens d'action de la Maison de l'Afrique? J'ai dit la Maison de la Presse, vous pouvez comprendre. Hein? Voilà. Oui, j'ai compris, voilà. J'ai compris. Je ne suis pas du tout vexé. La Maison de l'Afrique, en tant que société anonyme, génère ses revenus. Donc, nous avons un premier niveau de revenu qui est lié à une propriété de marque. La Maison de l'Afrique est propriétaire d'un certain nombre de marques, d'un portefeuille de marques, d'un fonds de commerce qui lui génère des revenus qui permettent d'assurer son fonctionnement. Nous sommes également propriétaires de salles et de bureaux à Paris, dans le 16e, que nous louons, qui sont une source également de revenus. Et depuis la sortie de la crise de la Covid-19, moment auquel moi j'ai été appelé au chevet de la Maison de l'Afrique, comme beaucoup d'entreprises dans le monde, et en France en particulier, ont souffert de la crise de Covid-19, les deux principales sources de revenus de la Maison de l'Afrique avaient un peu tari. Donc le conseil d'administration m'a demandé de proposer un plan de relance de la Maison de l'Afrique, ce que nous sommes en train de mener depuis 1 an et demi. Nous avons procédé à ce qu'on appelle dans le jargon de l'entreprise un retournement. Dorénavant, la Maison de l'Afrique se pose comme une agence d'intelligence stratégique. C'est-à-dire que nous proposons à des États qui en sont propriétaires et plus généralement aux États africains d'apporter des solutions à des problématiques économiques liées à leurs États. Donc nous montons des missions économiques ciblées. Nous sommes un pont entre les entrepreneurs sur des secteurs d'activité bien ciblés et ça devient dorénavant une source de revenus pour la Maison de l'Afrique. Et nous avons également comme source de revenus l'ambition, alors c'est un projet qui va démarrer bientôt, qui serait prématuré de lancer ici, c'est de faire bénéficier de toute cette expérience de bientôt 50 ans de la Maison de l'Afrique, de la gestion de marques. Donc nous allons lancer un grand projet avec la Chambre de commerce du Bénin. Nous travaillons sur l'identification, la valorisation et la promotion des marques africaines, comme la Maison de l'Afrique a pu bénéficier pour sa marque. Donc voilà, nous avons diversifié les sources de revenus de la Maison de l'Afrique, rester sur le socle historique de ces revenus pour rajouter ces revenus qui sont donc liés à de l'intelligence stratégique, de l'intelligence économique, de l'accompagnement de projets, de l'accompagnement à lever des fonds. Donc voilà, il serait long de tout égrener ici. C'est ça. Alors la Maison de l'Afrique, vous l'avez indiqué, c'est près de 50 ans d'existence. Ça a été créé en 1974 à l'initiative des présidents Pompidou, Félix Houphouët-Boigny, Sédar Senghor. En 50 ans d'existence, quel bilan vous pouvez faire de la Maison de l'Afrique? Très bonne question, M. Koné. C'est toujours difficile de poser un bilan parce qu'on voudrait poser un bilan avec des indicateurs de performance, surtout pour une entreprise. C'est une entreprise qui est singulière. Elle est unique dans son genre. En tout cas, je ne connais aucune entreprise qui a 10 actionnaires africains dans son actionnariat et dans son conseil d'administration. Donc je réponds à cette question en me posant la question de quelle valeur la Maison de l'Afrique a créée en 50 ans. La première valeur, c'est la valeur temps. J'en ai parlé un petit peu ici. Je pense qu'elle démontre par sa résilience, que 50 ans après, 10 États peuvent être actionnaires d'une entreprise, aussi petite soit-elle, qui perdure. Ça, c'est la première, c'est la valeur de résilience. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui a favorisé cela? Je donnerais deux ingrédients, je pense, essentiels. Je pense une ambition qui fait sens. Quand une ambition fait sens, quand la résonance d'une ambition est un besoin fondamental de ceux qui bénéficient de la mise en œuvre de cette ambition, je pense qu'on crée des conditions de pérennité. Donc l'ambition de la Maison de l'Afrique, qui est de faire à Paris une entreprise qui va promouvoir les économies, la culture et l'art africain en Europe, c'est une ambition qui fait sens. Pour moi, ça c'est véritablement le premier ingrédient.
Le deuxième ingrédient, prêtons à nos pères fondateurs leur vision extraordinaire et puis leur capacité à créer des véhicules quand même puissants à l'époque, c'est le modèle économique. C'est le modèle économique parce que la Maison de l'Afrique est une entreprise. Une entreprise, elle est créée pour 99 ans. Elle aurait été une association, une institution quelconque qui dépendrait de budget, je pense qu'elle ne serait pas là. Une entreprise a pour vocation de créer de la richesse économique pour perdurer. Et comme c'est une entreprise, société anonyme appartenant à 10 États africains, elle est au-delà des intérêts d'un État, elle est pour les intérêts de 10 États. C'est ainsi que nos actionnaires parlent de la Maison de l'Afrique, une maison pour tous et tous pour un. C'est un peu le slogan qui anime leur conseil d'administration. Donc le fait d'avoir créé une société anonyme, d'y avoir posé un modèle économique avec un portefeuille de marque, un fonds de commerce qui assure une régularité de fonds et des possibilités de créer de la richesse avec les différents directeurs généraux qui se sont succédés depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, mais vous créez toutes les conditions pour que l'entreprise, 50 ans après, soit là, 100 ans après, soit là. Moi, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les conditions, c'est de structurer cette entreprise dans sa modélisation économique pour que dans 50 ans, quelqu'un d'autre soit assis ici pour vous raconter l'histoire de la Maison de l'Afrique en 2023 et les 50 ans qui ont suivi. On l'espère bien. L'Afrique, c'est 54 pays, oui. Mais vous avez indiqué que la Maison de l'Afrique, c'est 10 pays, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. On a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Togo, la Centrafrique, le Congo, le Gabon. Alors, M. Camara, pourquoi seulement ces 10 pays? Pourquoi seulement ces 10 pays quand on sait que la vocation de la Maison de l'Afrique, elle est continentale? Excellente question, M. Koné. La réponse est en 3 temps. La première explication à la création en 1974, c'est que lorsque les initiateurs ont fait appel à une contribution de fonds pour le capital et pour acheter pour un portefeuille de marque et de fonds de commerce de la Maison de l'Afrique, seuls 10 pays ont répondu dans le timing de création de la Maison de l'Afrique. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que je pense que dans la mise en œuvre des actions et dans le développement de la Maison de l'Afrique, à aucun moment, il n'y a eu le temps de se poser pour re-questionner l'ouverture du capital de l'entreprise et solliciter d'autres États à rejoindre la Maison de l'Afrique. Je pense que, sincèrement, la préoccupation était plutôt de faire tourner un modèle économique et de faire vivre une entreprise. Je pense que ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, elle est singulière parce que cette Maison de l'Afrique, vous voyez, une entreprise créée par 3 chefs d'État qui a un conseil d'administration où les États sont représentés par les présidents de chambre de commerce, avec une appellation Maison de l'Afrique, avec toute la connotation de maison, qui est une connotation qui appelle à tout sauf à une entreprise, n'a pas non plus stimulé les autres États africains à s'intéresser à la Maison de l'Afrique. Moi, je suis d'ailleurs relativement surpris parce qu'à chaque fois que je parle de la Maison de l'Afrique, personne spontanément ne pense à une entreprise. On va passer à une ONG, on va passer à une association, on va passer éventuellement à un organisme financé par les États. Le nom a été choisi à dessein et le nom est formidable, le nom est magique. Le nom est magique. La Maison de l'Afrique. La société anonyme, la Maison de l'Afrique. D'ailleurs, qui nous appartient. On aurait bien voulu trouver dans cette maison toute l'Afrique, tous ces États africains, tous ces 54 États africains. Ça laisse encore du chemin. C'est possible un jour? Moi, je le regarde de cette façon-là. C'est possible un jour? Bien évidemment. Non seulement c'est possible, je pense que c'est fondamental et nécessaire. Je pense que le concert des États africains à 54 dans le même écosystème à travailler ensemble créera plus de richesse qu'à 10. J'en suis évidemment convaincu. C'est un sujet qu'on a partagé avec le conseil d'administration très récemment. Donc le sujet il est sur la table. Vous savez, faire entrer des États dans une société anonyme, c'est aussi une charge de travail, c'est une occupation, ça veut dire une évaluation, ouverture du capital, etc. Et
encore une fois, pour revenir au deuxième point dont je parlais tout à l'heure, quand vous êtes en tant que chef d'entreprise très orienté dans le développement de votre business, dans la croissance de votre entreprise, dans sa pérennité, dans les ingrédients de pérennité que vous allez piloter votre activité business. Mais vous n'allez pas piloter votre activité en termes de réflexion sur l'actionnariat. Alors, désormais, ça se pose à nous parce que ça pourrait être, il me semble en tout cas, ça pourrait être vraiment un gros accélérateur que d'autres pays nous rejoignent. Alors, je suis plus à l'aise d'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, en tout cas, l'interconnexion entre les diasporas africaines est beaucoup, beaucoup plus forte qu'elle ne l'était en 1974 ou comme elle était dans le début des années 80. Donc ça, c'est un élément favorable. Et les échanges également avec les hommes d'affaires ou les milieux d'affaires supranationaux en Afrique, à Paris, créent les conditions aujourd'hui de se poser cette question d'ouverture du capital à 54 pays. Bon, on ira par étapes, hein, parce que si on absorbe 34 pays d'un coup, ça peut être compliqué. D'accord, on va aller étape par étape, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé de création de richesse. Et parmi ces 10 États, qui créent le plus de richesse? C'est difficile de mesurer de cette façon-là qui crée le plus de richesse. J'ai envie de dire, alors, avec mes équipes, nous, on se dit plutôt qui est plus actif avec la Maison de l'Afrique dans nos projets. On va poser la question ici. Voilà. Qui est le plus actif avec la Maison de l'Afrique? Alors, je ne vais pas faire de hiérarchie, je ne vais pas fâcher mes actionnaires, mais il y a quand même un trio de pays qui poussent énormément, avec qui on a beaucoup d'échanges. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire, parce que la Maison de l'Afrique a le principe de fonctionnement de la présidence de son conseil d'administration tournant. Dorénavant, c'est le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, M. Fama Touré, qui est président du conseil d'administration. Donc c'est vrai que la proximité entre un président de conseil d'administration et son directeur général favorise la mise en place de projets fléchés sur ce pays-là. Donc la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de projets avec eux. Le deuxième pays avec lequel on a vraiment beaucoup de projets, c'est le Bénin. Le Bénin est dans une dynamique de développement de projets absolument extraordinaire. C'est vrai pour le Bénin en tant qu'État, c'est vrai pour la Chambre de commerce du Bénin où j'étais il y a quelques mois, où j'ai eu l'avantage également d'avoir une interview sur un grand projet de promotion des marques africaines que nous menons au Bénin, parce que le Bénin a beaucoup avancé sur le Made in Bénin. Il y a également la Centrafrique, qui est un pays dont on parle peu. La Centrafrique est à mon conseil d'administration. La Maison de l'Afrique y a mené une mission en 2020 qui s'est très bien passée. Et nous travaillons avec la Centrafrique sur quelques projets. Alors ensuite, nous avons des projets qui sont initiés, peut-être pas de l'ampleur du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Nous avons le Niger qui est un pays avec lequel nous avons des très beaux projets que nous menons. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso qui a un patrimoine culturel sur lequel nous essayons de monter des choses avec des interlocuteurs très connus que je ne citerai pas ici parce que tout n'est pas encore signé. D'accord. Voilà. Donc en fait, nous avons des projets avec l'ensemble des 10 pays, mais avec une majorité de prégnance du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Alors on voit que ce sont les États de l'Afrique de l'Ouest qui sont beaucoup plus actifs, même s'ils sont les plus nombreux. Alors comment chacun de ces pays, chacun à son niveau, contribue, je veux dire, au rayonnement, au positionnement de la Maison de l'Afrique? La contribution première qu'ils apportent, c'est de mettre à disposition de la Maison de l'Afrique un point focal, qui en général est à la Chambre de commerce et d'industrie, qui est donc le représentant de l'État au sein du conseil d'administration. Donc avec ce point de focal-là, nous travaillons sur un plan annuel d'action à mener. Donc à partir du moment où on a un point focal, ça veut dire que derrière, on a une équipe au sein du pays qui peut mener des projets. Ça, c'est la première action. La deuxième, ce sont les diasporas. La Maison de l'Afrique est vraiment le lieu où les diasporas se donnent rendez-vous pour présenter et proposer leurs projets pour l'Afrique. Alors moi, j'observe de plus en plus de projets
portées par les diasporas pour avoir un impact dans leur pays d'origine. Donc, dans ces diasporas-là, effectivement, il y a beaucoup d'activités autour du Mali, beaucoup d'activités autour du Bénin, beaucoup d'activités autour de la Côte d'Ivoire. Donc, à partir d'un projet, on va être la Maison de l'Afrique, le pont entre le projet et le pays. Alors, cette diaspora joue un rôle capital? Oui, tout à fait. Oui, les diasporas jouent un rôle capital et de plus en plus capital parce que... Alors, moi, j'explique ça en disant que les afro-descendants ont atteint une taille critique en nombre sur les compétences. Les compétences métiers, les compétences de soft skills, les compétences de posture, les compétences techniques. Et que, du coup, ils sont à un niveau de développement personnel qui leur permet de songer à mettre à profit de leur pays d'origine, qu'ils soient de première génération, deuxième ou troisième génération, tout ce qu'ils ont acquis comme expérience ou comme avoir. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ça l'explication. Donc, ils ont tous des projets, énormément de projets. Et après, tout à l'heure, on parlait de conseils. C'est là où, quelquefois, la Maison de l'Afrique, à sa modeste place, participe à muscler le projet, à le rendre plus pertinent, parce que on peut facilement appeler projet, finalement, quelque chose qui n'est qu'une idée. Alors, quand une idée est un projet, il y a beaucoup de travail pour le structurer. Donc, on va accompagner sur la raison d'être du projet, nous allons accompagner sur la finalité du projet, sur la création de valeur du projet, sur le business model du projet, sur le business plan du projet, sur l'écosystème dont le projet a besoin pour voir le jour. D'accord. On sait aussi qu'il y a une collaboration entre la Maison de l'Afrique et la Chambre de commerce et d'industrie française. Concrètement, quel est l'apport de cette Chambre de commerce? Elle est précieuse. Elle a été précieuse de tout temps. Et c'est ça aussi l'intelligence de la création, d'avoir ces 10 pays africains, plus la France, représentée par la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France comme acteur. Par exemple, pour la modélisation et l'acquisition des marques et des fonds qui ont été faits dans les années 70, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France y a beaucoup travaillé. Alors, donc de fait, c'est mon actionnaire le plus proche de moi. Mes 10 autres actionnaires sont dans leur capital. Oui, aujourd'hui, avec le digital et 6 heures d'avion, on est à portée de main, mais c'est vrai que d'avoir la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et son représentant dans mon conseil d'administration proche, il y a 5 ou 6 projets dans lesquels il est complètement impliqué. Ça change tout. Je ne peux pas impliquer de la même façon un actionnaire qui est à 6000 km. Donc voilà, donc la création de valeur, c'est aussi ça, c'est cette proximité. C'est aussi l'écosystème auquel la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France ouvre la Maison de l'Afrique. J'ai accès à un certain nombre d'interlocuteurs auxquels je n'aurais pas accès naturellement si je n'avais pas comme actionnaire la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc il y a une vraie création de richesse. D'accord. Alors, à votre avis, comment se portent aujourd'hui nos économies, nos cultures, nos arts ici en Afrique? Alors, moi je vais le regarder avec mes lunettes d'entrepreneur. Moi je trouve que les économies et la culture des pays africains est robuste, elle est résiliente. D'aucuns l'avaient annoncé en grande difficulté avec la crise de Covid-19. Elle est en difficulté aussi avec la guerre en Ukraine. Mais cependant, elle est toujours là. Et dans les différentes capitales où je me rends, je vois des capitales qui continuent à avancer. Donc, j'ai envie de dire, elles sont robustes. Qu'est-ce qui nous permet de tenir face à cette crise en Ukraine et puis aussi la Covid, on l'a connue, ça a impacté aussi nos économies. Vous nous dites que les États africains continuent de tenir. Qu'est-ce qui fait cette résilience? Alors, ce qui fait cette résilience, je pense malgré tout que l'économie de ces États-là, dans ce qui bénéficie à leur population, est une économie intégrée, c'est-à-dire locale. Donc, je parle bien de robustesse, je dis robuste, je n'ai pas dit que ce sont des économies développées ou des économies riches, j'ai dit bien robustes, j'ai bien choisi mon mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces économies permettent à leur filière de faire vivre les populations dans leur pays. Après, ça peut être suffisant ou pas suffisant, ça c'est une autre grille de lecture.
Pour moi, c'est ça qui explique la robustesse. Et même on prend dans certains... Moi, j'ai des pays dans mon conseil d'administration qui sont dans une situation quasi de guerre ou de difficulté en relations internationales. Et cependant, dans ces pays-là, les entreprises continuent à fonctionner. Les marchés continuent à fonctionner. On peut citer le Mali, par exemple. On peut citer le Mali, tout à fait, avec lesquels j'ai 3 super projets. L'année prochaine, on va faire une grande foire au Mali. J'espère que la Maison de l'Afrique y participera. On voit ces pays-là qui, devant des difficultés qui mettraient par terre d'autres pays, mais 6 mois, 9 mois, 1 an après, ils sont encore là. Donc il y a cette robustesse qui est liée au caractère et au caractère intrinsèque de l'Africain, me semble-t-il, qui est résilient. Je pense que la résilience, qui est un terme galvaudé aujourd'hui, est une caractéristique de l'Africain. C'est qu'on sait, on sait vivre dans des situations difficiles. Pour moi, ça c'est une des explications. Maintenant, on arrive à un moment où il est temps de changer de dimension, de faire de nos économies peut-être des économies plus performantes. Là, on parle d'autre chose. Donc, on parle d'économies plus performantes, intégrées dans la sous-région. On a des unions monétaires qui permettent des échanges qui sont trop faibles à mon goût. Bon, là, on va rentrer dans des analyses macroéconomiques que je ne voudrais pas développer ici. Mais moi, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour le siècle à venir. Je dis souvent que l'Afrique est le lieu où il faut être pour faire le business dans le siècle à venir. Je le pense sincèrement. Il y a 2-3 ingrédients à changer, mais véritablement, l'Afrique a tous les éléments pour croître économiquement. Alors, parlant d'avenir, quelles sont les perspectives d'avenir de la Maison de l'Afrique, pour terminer? Alors, pour terminer, je dirais que les perspectives de la Maison de l'Afrique, c'est déjà de consolider ce nouveau modèle économique, parce que malgré tout, il est récent, puisque nous avons entamé ce retournement il y a 1 an et demi. Nous avons eu la chance d'être portés par un écosystème qui nous a permis de sortir la Maison de l'Afrique de toutes les difficultés. Aujourd'hui, voilà. Donc, les perspectives, c'est d'accélérer ce modèle économique, c'est-à-dire consolider ce socle du modèle économique historique et d'être une entreprise qui compte dans l'accompagnement en économique stratégique pour les États. Moi, je veux tout simplement que les États utilisent leur entreprise, parce que c'est leur entreprise. Donc, qu'on soit interrogé sur des questions et qu'avec nos partenaires, on puisse y répondre avec des propositions. Donc, ça, c'est la perspective. L'autre perspective à laquelle je crois, qui s'amorce, c'est que la Maison de l'Afrique doit devenir ce que ses pères fondateurs ont écrit en 1974, le lieu où tous les Africains se retrouvent pour co-entreprendre. Si j'arrive à faire ça, je peux dormir tranquille. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance. On Merci. espère que vous allez pouvoir le faire. Pourquoi pas rassembler tous ces 54 États africains au sein de la Maison de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Youssouf Kamara, d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot rapidement. Un dernier mot rapidement, vive l'Afrique. D'accord, vive l'Afrique, vive la Maison de l'Afrique. Merci à vous, encore une fois de plus, d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, L'invité. Nous étions avec M. Youssouf Kamara, le directeur général de la Maison de l'Afrique. Vive l'Afrique, vive l'Intelligent TV. À très bientôt.